Ces images ont été tournées par Fernand Bignon, un cinéaste amateur. Nous sommes le 21 juin 1940 à Avranches, où lui et sa famille ont trouvé refuge. Sous leurs yeux, un étrange spectacle. Des motos, des sidecars, des camions, tous allemands. Puis un défilé de soldats, eux aussi allemands. Après 6 semaines de combat, la campagne de France vient de s'achever par une victoire écrasante de la Wehrmacht, qui occupe dorénavant le pays. Ces images, elles sont la fin de notre histoire. Une histoire qui débute 9 mois plus tôt, au moment où les gouvernements français et britanniques déclarent la guerre à Hitler. Cette histoire, il faudrait pouvoir la raconter sans en connaître déjà l'issue, pour ne pas biaiser notre regard et restituer au passé l'incertitude de l'avenir. Se mettre simplement à la place de celles et ceux qui ont vécu cette période, au jour le jour. En septembre 1939, Fernand Bignon, ici à l'image, exerce le métier de photographe à Gisors. Le quotidien de sa famille est soudainement bouleversé. À cette date, une seule chose est sûre, ça y est, c'est la guerre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez écouter un message de M. Paul Valéry de l'Académie française. Rien, aujourd'hui, ne doit être négligé de ce qui peut éclaircir et préciser dans tous les esprits la véritable nature de la guerre qui s'engage. Il importe à la France que la plus vive lumière éclaire aux yeux du monde les conditions qui ont rendu cette guerre possible d'abord et ensuite inévitable. Ces conditions se résument en quelques mots. La guerre a lieu entre des pays libres et un pays qui ne l'est pas. Le 3 septembre 1939, les gouvernements britanniques et français déclarent la guerre à l'Allemagne. En attaquant la Pologne 2 jours plus tôt, Hitler a franchi la ligne rouge. Conformément à leurs engagements envers leur allié polonais, les 2 démocraties ripostent. Enfin. Dans toutes les villes et tous les villages de France, la mobilisation est décrétée. Partout, des affiches sont placardées qui appellent les hommes soumis aux obligations militaires à rejoindre leurs unités. On se prépare, on s'affaire. Avant de partir à la guerre, on embrasse celles et ceux que l'on aime. La famille, les enfants. Même si ce moment rappelle à certains les heures terribles de 1914, on plaisante, on se rassure. Non, ce n'est pas un adieu, juste une séparation. Comme près de 5 millions d'hommes, Georges Hyvernaud est appelé sous les drapeaux. Cet enseignant de 37 ans se trouve alors au mariage de son beau-frère, près de Poitiers. Sans délai, il quitte son épouse et sa petite-fille pour Paris. Dans les gares règne une grande confusion en raison de l'ampleur de la mobilisation. Il écrit « Je suis dans un train surpeuplé. Les arrêts ont commencé.
Des femmes par le masque à gaz. Énormément de civils dans le train. On s'en va tout doux, tout doucement, à travers de calmes paysages, sous le soleil qui a l'air de se foutre intégralement de la tristesse des hommes. Direction Amiens, puis Arras, où Hyvernaud rejoint son dépôt pour toucher son pactage. Affecté comme lieutenant au 421e régiment de pionniers, il est ensuite dirigé vers la frontière belge où stationne sa compagnie. Janet Tessier-Ducrot, une Britannique de 34 ans, se trouve à Édimbourg, en Écosse, quand tombe l'annonce de la déclaration de guerre. Elle est mariée à un Français, François, qui lui aussi mobilisé doit rejoindre son régiment à Avignon. Le couple part aussitôt pour le continent, mais le voyage est un véritable périple. Londres, Folkestone, Boulogne par bateau, puis Paris en train pour gagner le sud. Mais à la gare d'Austerlitz, les lignes principales ont été réquisitionnées pour le transport des troupes. Le lieu est également pris d'assaut par des milliers de femmes et d'enfants que le gouvernement a décidé d'évacuer de la capitale. Une mesure destinée à protéger les civils des bombardements ennemis, au même titre que les autres dispositions entrées alors en vigueur dans le cadre de la défense passive. Distribution de masques à gaz, aménagement d'abris, protection des monuments. Épuisée de fatigue, ballottée d'un train à un autre, Janet et son mari mettront encore 3 jours pour atteindre leur destination. Tout le pays semble en mouvement. Dans les zones frontalières du nord et de l'est, les populations sont elles aussi évacuées sur ordre des autorités. Plus de 500 000 Alsaciens et Mosellans doivent abandonner leurs habitations pour être transférés vers des régions d'accueil dans l'ouest et le sud. Là encore, ces départs forcés sont censés mettre les civils à l'abri et les éloigner de la zone des combats. Vidées de leurs habitants, des villes comme Strasbourg deviennent ainsi de véritables cités fantômes. Protéger les civils, mais aussi épargner le sang des soldats. Tirant les leçons de l'échec des offensives de 1914 si coûteuses en vie humaine, les Alliés, sous le commandement du général Gamelin, entendent cette fois mener contre l'Allemagne une bataille méthodique et prudente. La stratégie adoptée vise à retarder le plus longtemps possible le déclenchement des opérations militaires afin de se préparer au mieux à la guerre et d'achever le plan de réarmement prévu pour 1941. Les Alliés en sont convaincus. Il faut gagner du temps, car c'est sur la durée que le rapport de force basculera en leur faveur. Ne peuvent-ils pas compter sur leur puissance économique et financière? Sur leurs empires respectifs, riches en hommes et en matières premières? En attendant, il faut asphyxier l'Allemagne et couper ses approvisionnements extérieurs en instaurant un véritable blocus maritime. Voici une scène telle qu'en anime chaque jour dans la plupart de nos ports l'activité de nos patrouilleurs. Les navires neutres ravitaillant notoirement l'ennemi sont amenés à quai, leurs marchandises sont saisies.
c'est par centaines de milliers de tonnes que les flottes anglaises et françaises ont saisi minerais, matières premières et vivres, privant ainsi l'ennemi. Confiance encore et toujours. Matériel, usines, réserves d'or et réserves de toute nature sont et resteront de loin les plus abondants dans le camp des Alliés. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Sur le papier, le scénario prévu est imparable. À moyen terme, cette guerre d'usure est censée provoquer une révolution en Allemagne et entraîner le renversement du régime nazi. Certes, une attaque allemande est toujours possible, mais le système de fortification construit le long de la frontière doit empêcher l'ennemi de percer les défenses françaises, laissant ainsi aux Alliés le temps de riposter. Grâce à cette ligne Maginot, les Français peuvent donc se rassurer et se sentir protégés. Devant l'avance des Français en territoire allemand, un pont a été détruit par l'ennemi. Mais les chars peuvent passer sur un pont de bois jeté en quelques heures par le génie français et poursuivre leur marche en avant. Le terrain occupé est aussitôt mis en état de défense par l'infanterie. Dans un des 49 villages allemands conquis par les troupes françaises, voici le monument aux morts de l'autre guerre. Comme le relate avec fracas ce sujet des actualités diffusées dans les salles de cinéma, courant septembre, les troupes françaises pénètrent en Sarre, territoire allemand. Cette offensive a pour objectif de soutenir militairement la Pologne et d'avancer dans le No Man's Land, cette zone qui se trouve entre les défenses françaises et la ligne Siegfried, le pendant allemand de la ligne Maginot. Le rapport de force est alors largement favorable aux Français, qui disposent de 85 divisions le long de la frontière, contre 34 pour la Wehrmacht, dont l'essentiel des unités est encore engagé en Pologne. Qu'importe si les villages conquis par les troupes françaises ont été préalablement abandonnés par les Allemands. Qu'importe si après une avancée de 8 km, Gamelin ordonne de stopper l'offensive, craignant de se heurter aux défenses ennemies. L'important ici, c'est de mobiliser l'opinion. Il faut lui donner le sentiment que l'armée française prend l'initiative et que sa supériorité militaire lui permettra d'obtenir la victoire. À Gisors, petite ville de Normandie, la vie est affectée par les aléas de la guerre. Dans le studio photo de Fernand Bignon, on continue à venir se faire tirer le portrait. On pose devant l'objectif comme si de rien n'était. Mais dehors, les choses ont bel et bien changé. Les vitrines des magasins ont été renforcées avec de l'adhésif, par crainte des bombardements. Et Gisors s'est transformé en ville de garnison, accueillant des centaines de soldats. Tout juste âgée de 10 ans, Jacqueline, la fille de Fernand, croise leur regard avec étonnement, comme elle assiste fin septembre au passage des troupes britanniques. Car conformément aux accords signés avec la France, les premiers éléments du corps expéditionnaire britannique viennent de débarquer pour assurer la défense de la frontière avec la Belgique. Ces troupes sont encore peu nombreuses, mais elles sont entièrement motorisées et apportent avec elles un important matériel. Comment, dans ces conditions, ne pas faire confiance aux soldats français et à leurs alliés dont les journaux filmés vantent sans cesse l'amitié indéfectible?
Soldats de France, gars de chez nous, qui, de toute votre vaillance, allez une fois de plus écrire dans l'histoire ce que c'est que l'amour et la défense de l'honneur et de la liberté. Braves et bonnes gens de chez nous, qui, dans tant de vos douces familles, assemblaient déjà les souvenirs et les transes de 3 guerres. Regardez, avec toute votre affection, avec toute votre confiance, ces jeunes et robustes soldats anglais, leur matériel, leurs armements magnifiques. D'un flot ininterrompu et toujours grandissant, jour par jour, heure par heure, ils viennent mettre aux ordres d'un général français, le général Gamelin. Ils viennent jeter au-devant de notre commune victoire, de notre commune libération, tout ce que peut nous donner du meilleur de sa robuste jeunesse, de la production de ses prodigieuses usines, de ses réserves de toute nature, le plus grand empire du monde, plus que jamais notre allié. Mobilisation générale, déclaration de guerre et débarquement des troupes britanniques. En l'espace d'1 mois, la France a changé de visage. Les Français ont accueilli les événements avec résignation, mais fermeté. Ils peuvent compter sur leur président du Conseil, Édouard Daladier, également ministre des Affaires étrangères et de la guerre. Il y a eu la crise économique et l'instabilité politique qui ont fragilisé la République et créé un sentiment de vulnérabilité face à l'Allemagne. Mais depuis son arrivée au pouvoir en 1938, Daladier a su engager des réformes, faire taire les oppositions et s'imposer comme un personnage populaire. Peu à peu, le pays a relevé la tête et s'est redressé. Même s'il n'existe pas de véritable union sacrée comme en 1914, la plupart des Français acceptent la guerre, seul moyen d'assurer leur sécurité et de mettre un terme aux provocations d'Hitler. Le conflit sera long, mais il faut en finir avec l'Allemagne, un point c'est tout, et tenir bon. L'absence d'opérations terrestres d'envergure déroute néanmoins quelque peu. Une expression se répand bientôt dans la presse, celle de « drôle de guerre ». Enseignant la philosophie à Paris, Simone de Beauvoir, dont le compagnon Jean-Paul Sartre est mobilisé, utilise pour sa part le terme de « guerre attrape ». Une guerre qui, comme dans les boutiques de farce et attrape, est en trompe-l'œil. Tout pareil à une vraie guerre, mais sans rien dedans. Le 3 octobre 1939, Simone de Beauvoir note dans son journal « Que signifie au juste ce mot, guerre? Il y a 1 mois, quand ça a été imprimé en grosses lettres sur les journaux, c'était une horreur informe. C'était une tension de toute la personne. C'était confus, mais plein. Maintenant, c'est un éparpillement vague d'emmerdement. Je suis détendu et vague. J'attends je ne sais quoi. On dirait que tout le monde attend. » Évoquant le souvenir de la Grande Guerre, elle ajoute « D'ailleurs, c'est ça qui frappe d'abord dans l'histoire de la guerre de 14. C'est une attente de 4 ans, coupée de massacres complètement inutiles. On dirait que les massacres ne sont faits que pour habiller un peu cet écoulement pur du temps, qui brusquement à la fin se condense en une victoire. »
Le Führer a terminé la préparation de son discours. C'est un chef-d'œuvre de diplomatie. Il produira une immense impression sur le monde entier. On ne peut qu'admirer son style et son argumentation. Le Führer est un génie. Le discours dont parle le ministre allemand de la propagande Joseph Goebbels dans son journal est prononcé par Hitler le 6 octobre 1939 devant le Reichstag. Pendant près d'une heure et demie, Hitler développe ses propositions de paix en direction de la France et de la Grande-Bretagne. Le chef de l'Allemagne nazie le martèle. Il n'a aucun grief ni aucune revendication territoriale vis-à-vis de ces deux pays. Il leur propose même une grande conférence pour régler les problèmes de sécurité en Europe. Mais il se montre également menaçant. Ein November 1918 wird sich in der deutschen Geschichte nicht mehr wiederholen. Herr Churchill mag der Überzeugung sein, dass Großbritannien siegen wird. Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt. Das Schicksal wird entscheiden, wer recht hat. Nur eines ist sicher. Es hat in der Weltgeschichte noch niemals zwei Siege gegeben, aber oft nur Besiegte. Schon im letzten Krieg scheint mir dies der Fall gewesen zu sein. Mögen diejenigen Völker und ihre Führer nun das Wort ergreifen, die der gleichen Auffassung sind. Und mögen diejenigen meine Hand zurückstoßen, die im Krieg die bessere Lösung sehen zu müssen glauben. La veille de son discours, Hitler est à Varsovie pour passer en revue ses troupes victorieuses. Attaquée il y a un mois, la Pologne vient de capituler. Désormais en position de force, Hitler offre la paix aux Alliés, mais à ses conditions. La France et la Grande-Bretagne doivent entériner le fait accompli. En clair, abandonner la Pologne. Une Pologne que l'Allemagne entend se partager avec son nouvel allié de circonstance, l'URSS de Staline, avec qui un pacte de non-agression a été signé quelques semaines plus tôt. Dans toute l'Allemagne, la population est suspendue à la radio pour écouter le discours du Führer. La déclaration de guerre a suscité une vive inquiétude chez les Allemands, mais leur confiance en Hitler reste très élevée. À leurs yeux, celui-ci ne fait qu'œuvrer pour restaurer la grandeur du pays et laver l'humiliation de 1918. Après l'annexion de l'Autriche, puis l'occupation de la Tchécoslovaquie, sa victoire militaire sur la Pologne n'a fait que renforcer son prestige. L'emprise du régime nazi sur la population est bien réelle. En témoignent ces images amateurs tournées dès 1933 par cet homme, Walter Langer, un bourgeois de Leipzig.
Lorsque la guerre éclate, Walter Langer, désormais officier au sein de la Wehrmacht, est envoyé dans l'est de l'Allemagne pour assurer la garde de prisonniers de guerre polonais. La guerre, la jeune fleuriste Irene Reitz aurait préféré l'éviter. Mais maintenant qu'elle est là, elle l'accepte et en rejette la responsabilité sur la France et la Grande-Bretagne. Le 14 octobre 1939, alors que ces deux pays viennent de repousser les propositions de paix d'Hitler, elle écrit « Je n'arrive pas à comprendre les puissances occidentales. Le monde entier est contre eux, et pourtant ils relèvent le défi. Mais ils finiront par périr de toute façon. Ou bien leurs régiments sont composés de demeurés, ou bien leur haine sans borne les a complètement aveuglés. On verra bien ce qu'il adviendra. » Pour Irène, la guerre a entraîné deux principaux bouleversements. Elle souffre de la faim, en raison du strict rationnement alimentaire imposé par le régime. Elle souffre également de la solitude, depuis que son compagnon, Ernst Güking, est mobilisé. Celui-ci stationne sur la ligne Siegfried, où, à défaut de se battre, il mène des opérations de pillage en territoire ennemi. Se moquant du français, surnommé le Franzmann, il écrit à Irène. 19 octobre. On a pris la route en direction du Franzmann. Et miraculeusement, tout était encore à sa place. Des grenades, des fusils. Mais je te jure, il y avait une de ces puanteurs dans les abris, insupportable. Comme dans une cage de singes. Je n'arrive pas à comprendre que l'être humain puisse s'abaisser à ce point. 23 octobre. Le Franzmann est à 1500 mètres et nous lui retirons ses affaires juste sous son nez. Un petit tir de temps à autre, mais sans importance. Demain, on va foncer encore plus profondément en France. À part ça, le Franzmann est particulièrement sage. Visiblement, il n'en a plus rien à cirer de nous. Je pense qu'il ne veut plus de guerre, mais tout simplement rester au calme. Eh bien, attendons, on verra bien. Wie der Heeresbericht meldete, ist auch hier der erste Abschnitt der Kampfhandlungen als abgeschlossen zu betrachten. Nachdem die Franzosen über die Grenze zurückgeworfen sind, ist hier nur ganz geringe Gefechtstätigkeit festzustellen. Dennoch Soldaten scharfe Wacht. Schussbereit stehen Geschütze und Maschinengewehre in den Bunkern. Weit vor der eigentlichen Befestigungslinie stehen unsere Vorposten. Lautsprecher werden in Stellung gebracht, mit denen für die französischen Soldaten Musikstücke, unterbrochen von Nachrichten und Mitteilungen in ihrer Muttersprache, übertragen werden. Die Musik aus den deutschen Lautsprechern lockt die Franzosen aus ihren Bunkern. Sur le front, une véritable guerre psychologique est menée par les PK, ou compagnies de propagande. Chargées de soutenir les propositions de paix d'Hitler, ces compagnies lancent une série d'opérations d'intoxication plutôt originales. Traduit en français, le discours d'Hitler est ainsi envoyé par ballon vers les lignes ennemies. De grands panneaux du type « Aidez-nous à faire la paix, renvoyez les Angliches » appellent les Français à rompre avec leurs alliés accusés d'être les seuls responsables de la guerre. Tous les moyens sont bons pour les inciter à pactiser avec les troupes allemandes. Déstabilisation de l'ennemi, mais aussi mobilisation de toute la population allemande. Le 14 octobre, un sous-marin de la Kriegsmarine réussit l'exploit de torpiller un cuirassé britannique dans la base navale de Scapa Flow, en Écosse. Cet événement, qui entraîne la mort de plus de 800 marins, est aussitôt exploité par Goebbels, qui note «
Le Führer est très heureux des prestations grandioses de nos sous-marins. Je lui montre des détails de notre travail de propagande. Il en est très satisfait. Le retour en Allemagne de l'équipage du sous-marin et de son commandant Günther Prien est largement mis en scène. Offiziere und Mannschaft werden von der Berliner Bevölkerung begeistert begrüßt. À Berlin, sur le chemin entre l'aéroport et la chancellerie, une foule hystérique se presse pour saluer les nouveaux héros. Drin im Hafen von Scapa Flow, die im Hafen der englischen Seemacht, haben uns unseren Gegner ausgesucht, haben unsere Torpedos gelöst, im nächsten Augenblick krachte es und erst wurde der Repulse getroffen und dann flog die Heulog in die Luft. Der Eindruck war unermesslich. Und als wir draußen waren, können Sie sich vorstellen, welche Begeisterung und Freude uns alle beseelte, dass es uns gelungen war, eine solche Aufgabe und einen solchen Erfolg für Deutschland erringen zu können. Reçu par Hitler en personne, Günther Prien est décoré de la croix de chevalier de la Croix de Fer pour fait de guerre exceptionnel. Car plus encore que la France, c'est la Grande-Bretagne, première puissance maritime du monde, qui aux yeux d'Hitler constitue le principal obstacle à sa domination sur l'Europe. D'ailleurs, avant même que les Alliés aient repoussé ses propositions de paix, Hitler a ordonné à ses généraux de préparer dès à présent une offensive contre l'Ouest destinée à écraser la France. Première étape pour assiéger ensuite la Grande-Bretagne et la contraindre à plier. Le Führer pousse donc à la guerre, car persuadé qu'un conflit prolongé donnera l'avantage à l'ennemi, il mise tout sur une offensive rapide et spectaculaire. Autour de lui, on s'affole. Certains de ses généraux estiment en effet qu'une attaque à l'automne serait une véritable catastrophe. Après la campagne de Pologne, l'armée allemande a besoin de répit pour se réorganiser. Il faut du temps pour relancer la production d'armement. Il faut du temps pour se ravitailler en matières premières. Il faut du temps pour élaborer une nouvelle stratégie. Une fronde s'organise dans l'entourage d'Hitler, fronde animée par le général von Brauchitsch, commandant en chef de la Wehrmacht, qui s'est illustré pendant la campagne de Pologne. Lors d'une entrevue avec le Führer, Brauchitsch tente d'obtenir un délai, mais Hitler s'emporte. Il ordonne au contraire de boucler les préparatifs pour lancer une offensive contre l'Ouest le 12 novembre. Celle-ci sera finalement ajournée à cause du mauvais temps. C'est dans ce contexte que le 8 novembre au soir, une incroyable nouvelle tombe. Alors qu'Hitler vient de quitter une brasserie à Munich où se tenait une réunion de dignitaires nazis, une bombe explose, tuant 8 personnes et en blessant 63 autres. Hitler vient d'échapper à un attentat. Il s'agit d'un geste isolé, commis par un menuisier de 36 ans, viscéralement opposé à la guerre, Georg Elser. Rapidement arrêté, celui-ci reconnaît les faits. Mais pour la propagande nazie, Elser n'a pu agir que pour le compte des services secrets britanniques. Au lendemain de l'attentat, la jeune fleuriste Irène s'empresse d'écrire à son compagnon. L'attentat qui voulait la mort du Führer, au moment où il a été annoncé, nous a coupé le souffle. Tu sais, au départ, on n'avait pas compris l'ampleur de ce terrible événement. Si le Führer et ses fidèles avaient été parmi les victimes, c'eût été inimaginable. Mais le destin nous mènera par les bons chemins et fera en sorte que la guerre se termine bien.
1939, l'ombre de la Grande Guerre plane plus que jamais au-dessus de toutes les têtes. En France, le souvenir des 1 400 000 soldats morts est omniprésent et dicte en bonne partie la stratégie défensive de l'état-major. Si le 11 novembre, l'heure est à la commémoration, cette journée a également une autre signification. Comme en témoigne cette affiche d'un Tommy et d'un poilu tournés dans la même direction, cette journée est dédiée à la fraternité d'armes franco-britannique. Cette opération de communication est une réponse directe à la propagande insidieuse de l'Allemagne qui ne cesse alors de déverser par avion des tracts sur la France pour semer la désunion entre les Alliés et pointer leur rivalité passée. À l'image de ces affichettes montrant ici Jeanne d'Arc brûlée à Rouen, là Napoléon exilé à Sainte-Hélène, ou encore avec cette série de dessins donnant à voir un soldat français bien naïf manipulé par son prétendu allié britannique qui le pousse à se sacrifier pour lui. C'est à cet homme, Jean Giraudoux, écrivain et diplomate, que Daladier a confié la coordination de la propagande française au sein d'un commissariat général à l'information. Qu'est-ce que la propagande pour l'Allemagne? C'est la Constitution, au-dessus de la vraie Allemagne et pour l'usage étranger d'une fausse Allemagne. L'Allemagne, la première, a compris l'intérêt, pour une nation avide de conquête, acharnée à supprimer ses rivaux, du maquillage de ses moindres actes. Que devait faire la France? Limiter, créer contre l'Allemagne imaginaire une France inventée, appeler à l'aide d'un camouflage ces instruments faits pour la vérité qui sont la radio, le cinéma, la presse. C'est une méthode que nous n'avons pas envisagée. Répondre à la manipulation par un discours de vérité. Privilégier l'esprit critique à l'émotion, l'argumentation au slogan, la culture à l'ignorance. Tel est le credo de l'homme de lettres Jean Giraudoux, qui entend ainsi se démarquer des méthodes de propagande agressive du voisin totalitaire. Sur le front, nous sommes obligés de prendre les mêmes armes que l'adversaire, les armes inhumaines qu'il nous impose, mais nous ne voulons pas qu'il soit rien changé aux armes de la paix, à vos atlas, à vos méthodes, aux tableaux de vos murs, à ceux qui ont fait notre peuple ce qu'il est, à nos auteurs. Mais vers quelles classes vont être poussés de l'autre côté des frontières ceux qui devraient être vos égaux et vos camarades, ceux dont on voudrait espérer qu'ils le seront un jour, les élèves des écoles allemandes? Ils vont être près de 15 millions entrés dans des classes tapissées de cartes qui parlent faux. Ils vont être 15 millions à apprendre au cours d'histoire que les Germains furent les seuls à engendrer toute civilisation. La plupart de leur géographie leur indiqueront pour l'Allemagne des frontières qui mordent profondément sur toutes les nations voisines. L'esprit de guerre leur sera dès leur plus jeune âge insufflé par tous leurs manuels. Pour vous, vous trouverez peut-être quelques changements dans vos salles de classe. Peut-être seront-elles plus combles, car vous aurez pour compagnons les enfants des régions évacuées. Mais vous ne trouverez aucun de vos enseignements touchés par la guerre. Vous apprendrez les textes que vos pères ont appris. C'est très bien. Maintenant, vous allez me... Dans cette guerre des nerfs, plus que les Allemands eux-mêmes, c'est Hitler, incarnation du mal, qui constitue la cible principale du commissariat à l'information. Vous allez me dire ce que vous pensez d'Hitler. Qu'est-ce qu'il sait?
c'est un égoïste qui fait tuer tout le monde. C'est un gourmand, il veut manger tous les pays de l'Europe. C'est un fureur qui a la fureur de faire la guerre. C'est un vilain monsieur qui a une main comme ça et des moustaches comme ça. Sa fonction, c'est de commander son peuple et de lui mentir. Moi, je sais pas si la guerre finira bientôt, mais ce que je sais, c'est qu'on la gagnera sûrement. La censure, autre volet de l'action du commissariat à l'information. Il faut à tout prix empêcher la publication d'informations stratégiques susceptibles d'être exploitées par l'ennemi et interdire la diffusion de propos défaitistes, pacifistes ou critiques contre le gouvernement. Les correspondants de guerre qui souhaitent se rendre sur le front font l'objet d'une étroite surveillance de la part des autorités militaires. Le reporter Joseph Kessel en fait l'amère expérience. Travaillant pour le journal Paris Soir, il se heurte à la méfiance des officiers qui considèrent les journalistes comme des gêneurs. Comment rendre compte alors du quotidien des soldats quand on n'est pas libre de ses mouvements ? Commandant en chef des armées franco-anglaises, le général Gamelin, lors d'une de ses récentes visites à nos armées, a apporté à l'Alsace le tout particulier hommage, la si agissante sympathie, de la simplicité, de l'humanité, d'un grand chef à la façon de chez nous. La réalisation de prises de vue est également soumise à un strict contrôle. Dépendant du ministère de la Guerre, le SCA, pour Service cinématographique de l'armée, devient le seul organisme habilité à filmer sur le front. Les images tournées sont destinées à combattre la propagande ennemie et à vanter la puissance de l'armée française. Pour cela, on fait appel à des opérateurs aguerris, venant de la presse filmée, mais aussi du monde du cinéma, à l'instar d'un certain Jean Renoir. Celui-ci est mobilisé alors qu'il se trouve en Italie pour tourner son prochain film, La Tosca. Il rentre aussitôt en France et intègre le SCA. Parmi les images réalisées au cours de l'automne sous sa direction, celle-ci, montrant un chassé-croisé de soldats dans les plaines inondées de la Moselle. Voici, sur une route menant à la frontière vivante, la frontière des poitrines. Des artilleurs montant vers les lignes, des fantassins en redescendant. Admirez nos guerriers. Ceux que nous vous présentons ont tous été récemment cités. Profitant de la cinégénie du paysage, le cinéaste n'hésite pas à faire un peu de mise en scène et à donner quelques consignes aux soldats pour composer ses plans. Bien que de courte durée, le passage du lieutenant Renoir au SCA sera apprécié par sa hiérarchie. Une note indique « Technicien de valeur, très épris de son art, excellent camarade et militaire fort correct. » Depuis sa mobilisation, Georges Hyvernaud stationne avec ses hommes, non loin de la frontière belge. Leur rôle, creuser un fossé anti-char en cas d'invasion. À son épouse, il écrit « 30 octobre, journée bleue, imprévue après toute cette pluie et cette boue. Mes pionniers piochent comme tous les jours. Comme tous les jours, je regarde mes pionniers piocher. Ce soir, j'étais fourbu. 16 novembre, rien de neuf. Je suis toujours dans le terrassement.
Les types passent, poussant leur brouette, la tirant du même pas mécanique, avec le même visage dur, fermé. 22 novembre. On a fait une belle chose ce matin sur mon chantier. On a installé un Decauwille. Tu sais, des petits rails sur lesquels on pousse des berlines. Mon rêve, quand j'étais petit, c'était d'avoir l'autorisation de pousser des berlines. Hélas, je suis grand, j'ai l'autorisation, mais je n'ai plus envie de pousser des berlines. Malgré tous les efforts de la propagande pour monter en épingle le moindre fait d'armes, ici un avion ennemi abattu, là quelques soldats allemands faits prisonniers par les Français, l'absence de véritable opération militaire pousse les autorités à prendre des mesures pour occuper les hommes. Car un mal commence à se répandre au sein de l'armée. L'ennui. Alors que la mobilisation de septembre avait été une réussite, voici que les premiers doutes apparaissent. Et avec les doutes, les premières questions. Combien de temps cette situation va-t-elle durer? Que signifie cette guerre fantôme à propos de laquelle on est si mal informé? Dans une lettre adressée à sa mère, un soldat écrit « On s'use les nerfs en ce moment, et personne n'a envie de se battre. Si cela continue, on va devenir complètement abruti. C'est te dire à quel point l'inaction énerve. Il n'y a rien de plus déprimant. Nous sommes comme des champignons de couche. J'écoute les informations, mais elles sont toutes aussi menteuses les unes que les autres. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que toujours et partout, tout va très bien. Je me demande de quoi diable nous nous plaignons. Moralité, je crois qu'il ne faut pas chercher trop à comprendre. La vérité, c'est comme les confitures. Faut pas trop en manger si on ne veut pas avoir mal au ventre. Je ne suis pas gangster pour me faire appeler Bébert, ni porteur à la gare du Nord sous le nom de Toto. Je ne suis pas garçon, coiffeur pour qu'on m'appelle Raymond, mais je possède, c'est parfait, ce nom qui plaît. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, Béard, Barnabé, vous voyez que c'est très long. je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les blancs. Barnabé, Barnabé, Béard, Barnabé. À l'approche des fêtes de Noël, divertir les troupes devient une priorité des autorités militaires. Non, les soldats ne sont pas oubliés. On se préoccupe de leur sort. Pour preuve encore ces distributions de vin chaud. Alors que l'on constate un relâchement de la discipline, voici que l'on augmente la ration de pinard du poilu. La présence de personnalités politiques participe de cette stratégie de remobilisation. Le chef de l'État, Albert Lebrun, multiplie les visites aux troupes, tout comme le président du Conseil, Édouard Daladier. La forme actuelle de la guerre peut dérouter les hommes les plus avertis. Elle ne répond en rien aux prévisions que l'on avait pu faire. Au lieu de se déchaîner avec violence sur de vastes fronts, elle en est encore, sur le plan terrestre, au stade de l'attente. On pourrait même dire, avec plus d'exactitude, que la guerre a été du premier jour
une guerre de forteresse. Les Britanniques ne sont pas en reste. En décembre, le roi George VI en personne débarque à Boulogne-sur-Mer pour inspecter le secteur anglais avant de visiter la Lorraine, puis la ligne Maginot. Il est suivi peu de temps après par le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain. I go on where I was. There isn't a Frenchman to whom I've spoken who hasn't borne most generous testimony to the excellent conduct of the troops. And naturally that's given me great satisfaction. When I go back to England, I shall be able to give all at home a most welcome message of the good health and good spirits of the force, and to tell them of my complete confidence in their ability to tackle any task that may be laid upon them. To all ranks in France, I wish a happy Christmas and the best of luck for the new year. Londres, Noël 1939. Voilà bientôt 4 mois que la guerre a été déclarée. Dans les gares, c'est le chassé-croisé. De retour de France, certains soldats britanniques permissionnaires retrouvent leurs proches pour les fêtes. Au même moment, de nombreuses familles partent rejoindre leurs enfants évacués depuis le début du conflit vers des régions plus sûres, par crainte des bombardements allemands. When they arrive, what a reunion. Many of these divided families haven't seen each other since the war began, so now they have a really wonderful time. Pour les Britanniques, attachés plus que tout à la paix, le choc de la guerre a été brutal. Tout en faisant preuve de discipline, l'opinion commence à s'inquiéter de l'avenir et à s'interroger sur le sens des sacrifices demandés. Outre l'extinction obligatoire des feux, qui plonge chaque soir les villes dans une étrange obscurité, l'arrivée d'un hiver glacial met à rude épreuve la combativité des Britanniques. The censor and the weatherman are at last in agreement that round about Christmas or the New Year, things were pretty tough. The worst period since Waterloo, said some. Others said since 1894. Some dwellings were snowed up for 3 days and the occupants couldn't get out. Témoin des événements, le parlementaire Harold Nicolson note dans son journal. Le blackout, l'évacuation des enfants et l'exode ont eu des effets désastreux sur le moral. Toute l'affaire avait été préparée pour une attaque immédiate et intensive des Allemands. Le gouvernement n'avait pas prévu une situation dont l'ennui et l'ignorance seraient les principaux facteurs. Il s'attendait à lutter contre la panique et il se trouve aux prises avec un effondrement général. Nous avons mis en branle l'appareil de la guerre
Mais il n'y a pas de guerre. Il en résulte une désillusion, et de ce mécontentement pourrait naître le plus répugnant des défaitismes. Mr. W.S. Morrison is here to explain. Now that you're receiving your ration books, he tells you what you should do now and what you may have to do. The only two things which it is now necessary to ration are bacon, which includes ham, and butter. There's another thing you can do to help me, and that is to register with your retailer for sugar. Sugar is not being rationed, but the information will enable me to know how much to send to each district, for there have been great movements of population since the war began. A word before rationing begins. The best way you can help is by rationing yourselves. I'm sure that all of you will buy your fair share and no more. Avec le rationnement, la Grande-Bretagne, pourtant patrie du libéralisme, met en place des mesures économiques dirigistes. La population est d'ailleurs appelée à se mobiliser pour cultiver le moindre espace de terre disponible. C'est la campagne Dig for Victory, creuser pour la victoire. Dig for victory. I don't run, run, run. You were the starter and fired the gun. You're no match, although we start from scratch. Your price is 90 to 1, 1, 1. You've no idea how you'd run, run, run. Seems such a shame you've begun, gun, gun. So cut your loss and pawn your iron cross. Oh, run, I don't run, I don't run, run, run. Au pouvoir depuis 1937, le Premier ministre Neville Chamberlain, l'homme au parapluie, s'est rendu à l'évidence. Sa politique d'apaisement vis-à-vis d'Hitler a échoué. La conférence de Munich, un simple sursis. Quelques mois plus tard, Hitler entrait dans Prague, puis jetait son dévolu sur la Pologne. Le conflit était donc inévitable. Mais Chamberlain reste prudent. Conscient que son pays n'est pas encore prêt à mener une vraie guerre contre l'Allemagne, il est convaincu du bien fondé de la stratégie défensive adoptée en accord avec la France. À sa sœur, il écrit « Il faut tenir bon, maintenir la pression économique, pousser la production de munitions et les préparatifs militaires avec la plus extrême énergie. Ne pas prendre l'offensive à moins qu'Hitler ne commence. J'escompte que, s'il nous est permis de poursuivre cette politique, nous aurons gagné la guerre au printemps. » Au sein du gouvernement, un homme se montre bien moins optimiste. Winston Churchill. Depuis septembre 1939, il occupe le poste de Premier Lord de l'Amirauté, c'est-à-dire ministre de la Marine, et dispose d'un siège au sein du cabinet de guerre. Sa nomination n'a pas été bien vue par certains de ses collègues, qui le considèrent comme dépourvu de principes, brouillon, alcoolique et surtout belliciste. We tried again and again to prevent this war. And for the sake of peace, we put up with a lot of things happening which ought not to have happened. But now we are at war, and we are going to make war, and persevere in making war until the other side have had enough of it. It may well be that the final extinction of a baleful domination will pave the way to a broader solidarity of all the men in all the lands than we could ever have planned if we had not marched together through the fire.
Churchill, belliciste? Plutôt partisan d'une attitude beaucoup plus ferme vis-à-vis d'Hitler. Et résolu à lancer des opérations militaires, même hasardeuses. En l'absence de véritable action terrestre, le poids de la guerre repose pour beaucoup sur la Royal Navy, chargée du transport des troupes à travers la Manche, du blocus contre l'ennemi et de la sécurité des convois, notamment avec les États-Unis qui viennent de faire une entorse à leur neutralité en promulguant la loi Cash and Carry. Une loi qui permet désormais aux seuls alliés de leur acheter des armes. Mais les premiers mois du conflit ne sont guère favorables à la marine britannique, qui subit de lourdes pertes. Churchill donne la priorité à la lutte contre les sous-marins allemands et à la chasse contre certains cuirassés particulièrement redoutables, tels le Graf Spee. En décembre 1939, ce navire ennemi qui sème la terreur sur les océans est enfin repéré. La Royal Navy engage aussitôt le combat. Contraint de se réfugier dans le port de Montevideo en Uruguay, le Graf Spee finit par se saborder. Crowd roars as they march on towards the city for the reception and luncheon at the Guildhall. Le retour à Londres des équipages ayant participé à la bataille est fêté en grande pompe. Au dire de la presse, 1 million d'Anglais assistent à la plus impressionnante parade dont la capitale ait été le théâtre depuis les festivités du couronnement du roi George VI. La mise en scène de l'événement n'est pas sans rappeler la façon dont a été célébré le retour à Berlin des sous-mariniers allemands après leur coup d'éclat à Scapa Flow. Churchill tient enfin sa revanche. And I may add that in a dark, cold winter, it warmed the cockles of the British heart. Yet another air raid on Helsinki. This time, the camera catches the horror these dastardly attacks bring into the lives of the children as they dash terror-stricken to the shelters. It's tragic that kiddies should be made to suffer in this way. Even war is no excuse. The Finns do not have to rely upon lying reports of their activities and successes. These pictures prove their words. Finland fights on! Les troupes soviétiques, dont la supériorité numérique est incontestable, emploient tous les moyens de la guerre moderne pour arriver à conquérir la petite nation qui se défend héroïquement. La capitale, Helsinki, a été bombardée plusieurs fois. Des bombes incendiaires ont été lancées. Mais l'action de la DCA finlandaise s'est révélée très efficace et plusieurs avions soviétiques ont été abattus. L'héroïque Finlande n'ignore pas la puissance brutale de son agresseur. Aussi va-t-elle adresser, par l'intermédiaire de la RDP, un appel désespéré En France, la guerre russo-finlandaise, dite guerre d'hiver, qui se déroule à plus de 3000 km, pourrait paraître bien lointaine. Il n'en est rien. La résistance héroïque des Finlandais, attaqués fin 1939 par leurs voisins soviétiques, suscite l'admiration des Alliés.
Comme s'il se projetait lui-même, Édouard Daladier s'enflamme pour cette nouvelle cause, allant jusqu'à proposer de faire débarquer des troupes au nord de la Finlande. Mais l'empressement de Daladier finit par inquiéter les Britanniques, qui jugent cette initiative dangereuse, car risquant d'entraîner un conflit direct avec l'URSS. La guerre de Finlande sème le trouble entre les Alliés, qui pendant des semaines discutent, se disputent et tergiversent. Pour Daladier, le soutien à la cause finlandaise face à l'URSS n'est pas dénué d'arrière-pensée. Fragilisé par les critiques qui s'élèvent alors à propos de son inaction, le président du Conseil entend surfer sur l'anticommunisme ambiant pour reprendre la main et redorer son image. C'est lui d'ailleurs qui, suite au pacte germano-soviétique et à la déclaration de guerre, a signé le décret de dissolution du Parti communiste français. Des dizaines de parlementaires communistes ont été arrêtés et le journal L'Humanité interdit. Son secrétaire général, Maurice Thorez, qui s'est d'abord engagé au sein de l'armée avant de fuir en Russie, est condamné pour désertion en temps de guerre et déchu de la nationalité française. De façon plus générale, l'état de guerre s'accompagne d'un renforcement de la répression et du contrôle de la société. Une véritable psychose s'empare du gouvernement, convaincu de la présence dans le pays d'ennemis de l'intérieur, d'espions et de saboteurs. En parlant à tort et à travers, vous pouvez procurer à l'ennemi de précieux et utiles renseignements, détails, fragments de phrases, qui peuvent être assemblés et constituer le dessin complet de nos plans. Vous croyez pouvoir vous confier à la personne à qui vous parlez, une relation intime, un ami de longue date. Mais vous ne savez jamais si cet homme ou cette femme ne répétera pas vos propos. Vous n'en avez la certitude que lorsqu'il est trop tard. Et tout confié à eux, il est possible qu'ils se confient à d'autres. Et ainsi, de confidence en confidence, avant que vous ayez compris ce qui s'est passé, votre parcelle d'information est devenue un sujet courant de conversation. Une loi d'exception permet d'appréhender de façon préventive toute personne considérée comme dangereuse pour la sécurité de l'État. Jugés suspects, les étrangers ressortissants de l'Allemagne et de l'Autriche sont particulièrement visés, alors même que beaucoup d'entre eux sont des réfugiés juifs ou des militants anti-nazis. Ils sont bientôt 20 000 à se retrouver internés dans des camps de fortune, comme ici, à Mêlée-du-Maine, en Mayenne. Avec la lecture du courrier ou l'écoute des communications téléphoniques, le gouvernement dispose de nombreux moyens pour surveiller l'opinion et sonder son humeur. Il en ressort que les Français se montrent de plus en plus désorientés. En témoigne cette conversation saisie entre un client et un commerçant. Avez-vous reçu de l'huile? Oui, une fois depuis le début de la guerre. Ça devient dégoûtant. Impossible aussi d'avoir du sucre cristallisé. Daladier nous a prévenu qu'il fallait s'attendre à des restrictions. Je ne sais pas où nous allons. Avez-vous entendu le discours d'Hitler hier soir? Non. Il a dit « Nous vaincrons ». Peut-être, mais nous ne sommes pas prêts d'en finir avec ce truc-là. Je ne sais pas ce que nous allons devenir.
Les rapports des préfets concernant les réactions dans les salles de cinéma confirment ce nouvel état d'esprit au sein de la population. Comme son allié, la Grande-Bretagne, la France n'a pas d'angoisse quand elle pense à l'avenir. Elle est sûre de sa victoire. Mont-de-Marsan, préfecture des Landes. Le public se rend nombreux dans les salles de projection. Il suit avec intérêt les films d'actualité se rapportant à la guerre. Cette sérénité de la France. Rompant les négociations engagées depuis des semaines, l'URSS attaque la Finlande. Auxerre, préfecture de l'Yonne. Les actualités retiennent toujours l'attention des spectateurs, notamment les scènes montrant la courageuse résistance des Finlandais. La guerre, c'est cette attente tenace, disciplinée, les nerfs tendus, qui dure nuit et jour depuis 6 mois et qui depuis 6 mois arrête toute velléité ennemie. Rodez, préfecture de l'Aveyron. Les actualités sont toujours bien accueillies par le public, qui montre néanmoins une certaine lassitude provenant de l'uniformité de la présentation. Tours, préfecture d'Indre-et-Loire. La vie des prisonniers allemands en France ne paraît pas plaire au public. Le chant des prisonniers et leur mine réjouie aux heures de repas attirent des réflexions sur la façon trop humaine dont ils sont traités. Dans les salles, de nombreux permissionnaires n'apprécient pas non plus ce spectacle. Rien à signaler. Phrase dont la guerre, sous sa forme actuellement morne, a fait un communiqué. Rien à signaler, sinon le froid, la veille, l'attente. Rouen, préfecture de la Seine-Inférieure. Les actualités demeurent d'une décevante banalité. Le public garde une tenue parfaite qui s'inspire de la réserve normande. Il n'applaudit guère et ne siffle pas. Sagesse, sans doute. Morne indifférence aussi. En plein cœur de l'hiver, la propagande gouvernementale prend l'eau. Ces sempiternels discours rassurants n'impriment plus. Pire, ils s'avèrent contre-productifs, inappropriés. Pourquoi donc montrer ces prisonniers allemands bien nourris alors que le quotidien des Français devient de plus en plus difficile? Et que se cache-t-il derrière ces communiqués laconiques? Rien à signaler. Une grande confusion s'empare des esprits. Confronté à ce processus de déréalisation, Georges Yverneau note. Depuis pas mal de temps, nous ne faisions que nous débattre dans un rêve. Nous rêvions la guerre et la paix. Jamais l'histoire n'avait paru aussi loin de ceux qui la font. C'est cela le propre de notre époque, d'avoir profondément désorganisé le réel, de nous avoir fait perdre notre confiance dans les choses et les êtres. Les machines s'en sont mêlées, la TSF, le cinéma, le téléphone, toutes ces machines inventées pour nous soustraire au contact direct. C'est peut-être pour cette raison-là qu'on est tellement perdu dans l'événement. Pour celle-là ou d'autres d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je vais me mettre moi aussi à inventer des explications? On n'y comprend rien. Voilà tout. Le trouble est patent chez les soldats dont l'inaction depuis le début de la guerre a provoqué une vague de dépression. Le moral craque, s'effondre. Les mobilisés ont le sentiment d'avoir été arrachés pour rien à la vie civile. Et les permissions qui leur sont accordées n'y font rien.
Dès l'automne, un homme aperçut l'effet délétère de cette stratégie de l'attente. Le colonel Charles de Gaulle, qui commande alors un régiment de chars de combat dans l'Est. Dans une lettre adressée au ministre des Finances, Paul Reynaud, de Gaulle écrit « L'ennemi ne nous attaquera pas de longtemps. Son intérêt est de laisser cuire dans son jus notre armée mobilisée et passive. Puis, quand il nous jugera lassés, désorientés, mécontents de notre propre inertie, il prendra l'offensive contre nous avec de toute autre carte que celle dont il dispose aujourd'hui. » De Gaulle ajoute « À mon humble avis, il n'y a rien de plus urgent que de galvaniser le peuple français au lieu de le bercer d'absurdes illusions de sécurité défensive. Il faut, dans les moindres délais possibles, nous mettre à même de faire une guerre active en nous dotant des seuls moyens qui vaillent pour cela. Aviation, chars ultra-puissants organisés en grandes unités cuirassées. » Le colonel de Gaulle ne sera pas entendu. Produire et produire toujours plus, c'est le mot d'ordre à observer par tous fidèlement, a déclaré pour sa part M. Daulnery, ministre de l'Armement. Aussi bien est-ce sans trêve et à plein que toutes nos usines sortent matériel et engins qui chaque jour augmentent notre potentiel de guerre. In den Werken der deutschen Rüstungsindustrie wird pausenlos und fieberhaft gearbeitet, um der Front die besten Waffen zur Verfügung zu stellen und für stärkste Reserven zu sorgen. La main-d'œuvre féminine a remplacé en grande partie celle des ouvriers appelés aux armées. Les Françaises se montrent dignes de leurs frères soldats. Elles participent activement à l'œuvre que la victoire des Alliés viendra bientôt couronner. Auch in den Waffenfabriken arbeiten die Frauen mit, um der Front den notwendigen Nachschub an Kampfgerät und Munition zu sichern. En Allemagne, la production de munitions et d'armements bat son plein. Sur ordre d'Hitler, l'ensemble des ressources du pays et de la main-d'œuvre disponible sont mobilisées afin de pousser l'effort de guerre au maximum. À plus de 20 reprises, il a donné l'ordre à ses généraux de se préparer à lancer une grande offensive à l'ouest. Mais à chaque fois, le projet a été ajourné en raison des très mauvaises conditions climatiques. Le 18 mars 1940, au col du Brenner dans les Alpes, c'est un homme sûr de lui qui rencontre Benito Mussolini, le chef de l'Italie fasciste. Pendant 2 heures, le Führer se livre à un monologue, évoque sa victoire éclair sur la Pologne ou encore son alliance de circonstances avec l'URSS. Sous le regard médusé du Duce, il lui vante la puissance considérable de l'armée allemande et lui annonce son intention de lancer prochainement une offensive à l'ouest. D'ici l'été, le sort de la France sera réglé et la Grande-Bretagne sera contrainte de signer la paix. Bien que placé en position d'infériorité, Mussolini lui promet de son côté de sortir l'Italie de la neutralité et d'entrer en guerre, dès que son armée sera prête.
Le programme de réarmement du Reich a été confié dès 1936 à Hermann Göring, ministre de l'air et second personnage du régime. Mais 4 ans plus tard, force est de reconnaître que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Le réarmement est loin d'être achevé. Compte tenu du blocus et de la fragilité de son économie, l'Allemagne n'est pas en situation de tenir une guerre dans la longue durée. Raison pour laquelle Hitler veut agir au plus vite, même s'il sait que le pari est risqué. Sei daher der feierliche Schwur, der von den kapitalistischen Machthabern Frankreichs und Englands, dem Großdeutschen Reich, aufgezwungene Krieg muss zum glorreichsten Sieg der deutschen Geschichte werden. Sur le plan de la stratégie, l'improvisation a longtemps dominé. Le haut commandement allemand a d'abord proposé de rejouer le scénario de 1914, qui prévoyait de déborder l'armée française en attaquant par le nord et la Belgique. Mais Hitler s'est montré sceptique. Trop classique, selon lui. Ce n'est qu'au fil des mois qu'un nouveau plan d'attaque se dessine. Plus hasardeux, mais aussi bien plus audacieux. C'est le plan Manstein qui prévoit d'opérer par surprise une percée à travers le massif accidenté des Ardennes, en y concentrant un maximum de forces blindées. Printemps 1940. Malgré les affres de la guerre, Irene a dit oui à Ernst. Le couple se marie à l'occasion d'une permission accordée aux jeunes soldats. Ils ont l'un et l'autre 23 ans. De retour au front, Ernst écrit. 20 mars. Ma femme profondément aimée. Tu m'as offert ton amour et je t'en suis tellement reconnaissant. Il y a 3 ans, tu ne me connaissais même pas. Mais j'étais déterminé. Et tu sais combien ma décision était inébranlable. La vie est un combat. Et sans combat, il n'y a pas de vie. Tu vois, Irene, la vie appartient au plus fort. Si nous deux, forces unies, nous affrontons le combat pour nous défendre au mieux dans la vie, la victoire sera pour nous. 9 avril. Mon cher Bibi, aujourd'hui j'ai reçu ta lettre. Je t'en remercie. Mais avant tout, qu'est-ce que tu penses des nouveaux événements? N'est-ce pas fantastique? Pourvu que ce soit le tournant. On a allumé la radio, je suis assise devant la grande carte de l'Europe pour pouvoir tout suivre dès qu'il y a une déclaration. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas obtenu de permission. Mais nous sommes prêts à renoncer aux choses personnelles quand de plus grands événements sont en jeu. Aber am 9. April 1940 drangen die deutschen Truppen in Dänemark ein. Début avril 1940, tout se précipite. Hitler lance ses troupes à la conquête du Danemark et de la Norvège. Cette opération contre ces deux pays pourtant neutres vise à prendre de court les Alliés dans leur lutte économique contre le Reich. Les Franco-Britanniques ont en effet décidé d'intervenir en Scandinavie pour mettre la main sur le minerai suédois, ressource indispensable au fonctionnement de la machine de guerre allemande. Ce premier véritable affrontement direct entre les deux camps marque la fin de la drôle de guerre.
Alors que ce conflit périphérique s'enlise, le 10 mai, Hitler déclenche sa grande offensive à l'ouest. Devant l'avancée de l'armée allemande, des millions de Français fuient sur les routes. C'est l'exode. Pourtant, le 19 mai à Gisors, Jacqueline Bignon se rend à l'église pour célébrer sa communion. Le 8 juin, Gisors est bombardé par l'ennemi. Le magasin et l'appartement de Fernand Bignon sont dévastés. Partant à son tour, la famille Bignon trouve refuge à Avranches. C'est là que le 21 juin, elle assiste à l'entrée des troupes allemandes dans la ville.